Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Voyons, comment te dire ça? Tu es dans une machine à voyager dans le temps. Tout semblait suspendu. Cette femme devra, elle, payer 135 € pour avoir fait durer sa séance de yoga un peu trop longtemps. Une période hors du temps, comme si le monde s'était mis en pause. La police m'a vue assise, m'a dit que je stagnais. Il venait juste récupérer sa conjointe sur son lieu de travail. Nom de Zeus! En plus, il n'avait pas l'autorisation avec lui. Donc c'est une contravention de 135 €. Et que c'était 135 € d'amende. Les voyages dans le temps, ça fait beaucoup trop souffrir. Nous sommes en guerre. Les voyages dans le temps, c'est vrai, ça fait beaucoup trop souffrir, mais nous allons voyager dans le temps tout bientôt. 5 ans que nous avons été confinés, en tout cas pas pendant 5 ans, bien sûr, pendant quelques mois, mais nous allons raconter tout ce qui s'est passé, tout. En tout cas, l'essentiel de cette gestion du Covid entre effectivement le 16 mars, le 17 mars 2020 et aujourd'hui, 5 ans plus tard. Nous allons parler de tout cela avec des extraits, vous allez voir des extraits qui vont vous rappeler beaucoup de choses. Et puis nous allons aussi parler de l'autre guerre, cette guerre que semble-t-il qui se préparerait, on espère tous que non, avec Patrice Huiban, où on en est effectivement de cette préparation militaire de la France, alors qu'on nous annonce la distribution générale d'un manuel de survie, oui, pour tous les Français, en cas de malheur ou en cas de guerre. Et puis, évidemment, les perles, alors vous allez voir Raphaël Glucksmann, Anne Hidalgo, les astronautes américains, enfin retrouvés et qui vont revenir sur la terre ferme. Et en seconde partie d'émission, Emmanuel Macron. Il y a eu énormément de livres déjà sur notre président de la République actuel, mais un livre, en tout cas, vient de paraître, qui tranche et qui raconte beaucoup de choses. Le président toxique, Étienne Campion, on le reçoit de 13h à 14h. Restez avec nous. Attention, vous allez voir, l'histoire commence. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, nous sommes confinés. Mais même à l'intérieur de la maison, même avec ma femme et mes enfants, je porte le masque. On n'est jamais trop prudent. Nous sommes le 17 mars 2020 et tout commence. Mais auparavant, on va vous raconter toute l'histoire. Méfiez-vous, protégez-vous des virus ennemis. Vous écoute. Et comment ça a commencé, toute cette histoire? Comment ça a commencé? Sud Radio. Sud Radio. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, depuis un certain 16 mars 2020. Voilà, c'était comme ça, on était là, d'ailleurs nous sommes tous confinés, Maud est confinée, notre réalisateur Julien est confiné, Manu Galasso séparé de son amoureuse est confiné, on est tous confinés. Oui, vous vous rappelez, 5 ans, pratiquement, jour pour jour. Mais auparavant, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va vous raconter. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre le 16 mars 2020 à 20h. Le président de la République, attention, mobilisation générale, nous sommes en guerre, une guerre contre un virus avec pour mot d'ordre, restez chez vous pour sauver des vies. Alors on vous raconte très rapidement, rappelez-vous d'abord, il y avait eu effectivement des notes en 2018, 2019, on savait qu'il y avait des problèmes, que la ville de Wuhan en novembre 2019 fait état d'un cas de maladie, ville de Wuhan dans le centre de la Chine, le premier cas de Covid-19 confirmé. Ensuite, 26 février 2020, un premier Français meurt du coronavirus. Voilà, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie. Conseil scientifique, etc. Le 15 mars, on a attendu les élections quand même. Le 15 mars, les électeurs se déplacent pour voter aux élections municipales. Le lendemain, nous sommes en guerre, et puis l'OMS, pandémie mondiale,
Premier confinement, donc, annoncé la veille par Emmanuel Macron. Ça durera presque 2 mois. Et puis, il y a eu, 2 mois et demi, ça a duré. Le port du masque se généralise. Tout ce qui est essentiel et non essentiel, rappelez-vous, ce qui était essentiel, il fallait peut-être l'acheter, évidemment, il fallait manger. Et tout ce qui est non essentiel, etc. Et 9 novembre 2020, le géant pharmaceutique américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, dit on a le vaccin. Ça y est, il est positif. Une semaine plus tard, la biotech américaine Moderna lui emboîte le pas. La campagne de vaccination débute en France le 27 décembre 2020 et bat son plein en 2021. Et alors, vous vous rappelez ce qui a été dit? Eh bien, écoutez, on va en parler. Vous allez écouter cela, c'est tout à fait significatif, encore une fois. On en parlera plus tard, bien sûr, on commentera. Mais écoutez déjà certaines déclarations que vous avez entendues à la radio, à la télévision, partout. Et ça a commencé avec Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. C'était évidemment en janvier 2020. Écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Ils ont le droit de se baigner, bien sûr, mais bon, tout de suite après, on s'allonge pas, on reste pas statique et puis tout se passera bien. Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Attestation de déplacement dérogatoire. Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant. Cochez la case. Autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020. Prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Attention, on va cocher les cases. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activité ne pouvant être organisés sous forme de télétravail. Déplacement pour effectuer les achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et les achats de première nécessité. Alors, la liste est donnée. Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance, ne pouvant être différés, consultation externe des patients, déplacement pour motif familial impérieux, déplacement bref, attention, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique et individuelle des personnes, à l'exclusion de toutes pratiques sportives collectives et de toute proximité avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous voyez, nous avons une distance extrêmement forte entre Maud, entre Julien et voilà. Nous gardons les gestes barrières, bien sûr. Voilà, c'était ça, l'attestation, mais on continue. Il venait juste récupérer sa conjointe sur son lieu de travail. Ça ne fait pas partie des autorisations. En plus, il n'avait pas l'autorisation avec lui. Donc c'est une contravention de 135 €. Cette attestation sera obligatoire. Messieurs, dames, veuillez regagner votre domicile. Contrôle fréquent. Cette femme devra, elle, payer 135 € pour avoir fait durer sa séance de yoga un peu trop longtemps. La police m'a vue assise, m'a dit que je stagnais et que c'était 135 € d'amende, que ma feuille était mal remplie. Il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Les masques qui te protègent de la maladie, c'est ce que portent les médecins. Ce sont des masques type FFP2 ou FFP3, dit masque canard. Ça c'est des masques véritablement de protection. Masques qu'on voit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une légende urbaine, ça. Il faut que les gens le comprennent bien. Des masques chirurgicaux qui, je le rappelle, ne vous protègent pas. C'est écrit sur la boîte, c'est écrit par le fabricant sur la norme, ne protège pas celui qui le porte d'un risque de contamination virale. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Il n'y a pas de risque de pénurie. Cette situation est absolument atterrante
J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Un pays comme le nôtre. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. C'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire. Et on présente ça comme si c'était quelque chose de attentatoire aux libertés. Chacun des bébés qui naît en France reçoit 11 vaccinations. D'ailleurs, l'injection des 11 avait fait débat au moment où Agnès Buzyn l'avait imposée. Et puis vous voyez bien qu'il n'y a aucun effet négatif ou secondaire. Un pass, secondaire, pas de aucun effet négatif. Nous n'imposerons plus le port du masque dans tous les lieux fermés soumis au pass, comme les bars, les restaurants, les théâtres, les cinémas, les musées. C'est une contrainte en moins, c'est une liberté en plus, et c'est un moment attendu, je le sais, par les Français. C'est une bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. Aujourd'hui, vous pouvez aller au cinéma, au restaurant avec un simple test montrant que vous n'avez pas la maladie. Si on supprime ça, on va pousser encore un peu plus de gens vers la vaccination. On peut aussi créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On sait que les récalcitrants seront assez insensibles à cela. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Et ils ont le même rebond que nous. Je veux rendre la confiance, je veux expliquer aux gens qu'un vaccin obligatoire, c'est parce que c'est sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça protège l'enfant mais aussi la collectivité. Et je veux rendre la confiance sans sanction. Mais par contre, je veux que les Français ressentent que la politique de santé publique est une politique ferme et assumée par les pouvoirs publics. Il y a quand même une responsabilité du gouvernement. Les incohérences, les contradictions. Sur les masques, pas utile. Sur les tests, c'était pas utile. Maintenant, on fait un dépistage massif et on est totalement en échec sur le traçage et l'isolement. Si vous êtes cas contact ou si vous êtes positif, on vous appelle et on vous dit, donc vous vous isolez. D'accord, mais vous pouvez sortir. Réintégrer des soignants qui reflètent l'idée même d'une médecine fondée sur la science, en préférant les croyances, viendrait remettre en cause la légitimité de l'obligation vaccinale et à diffuser le complotisme dans les hôpitaux. Ceux qui, depuis des mois, tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal, et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des deux extrêmes, dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède, foutre en l'air le système. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question. Et alors, bon, une première dose de rappel, une deuxième, jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller? On ne le sait pas. On s'est aperçu que ces vaccins protégeaient finalement assez peu ou mal contre l'infection et la transmission. Alors je sais que c'est difficile à comprendre pour le public, c'est difficile à comprendre pour les médecins. Alors c'est parce que d'habitude un vaccin protège contre l'infection. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis vous étiez très optimiste il y a 6 mois en nous expliquant que les premières études disaient qu'on était protégé et qu'on contaminait moins. C'est exact. Et vous avez vu que dans cette pathologie, dans cette pandémie, la médecine doit avoir une grande humilité parce que on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais c'est aussi une adaptation au problème qui se pose. Et voilà. La dernière intervention était celle du professeur Delfraissy. Vous savez, le président du conseil scientifique qui a été instauré par Emmanuel Macron en 2020. Président du conseil scientifique, et qu'est-ce qu'il dit en fin de parcours? Et il dit, écoutez, oui, la médecine doit être humble. Effectivement, le vaccin protège assez peu.
assez mal. Il n'empêche ni l'infection, ni la transmission. Il y a des effets secondaires. Et voyez, et pendant qu'on nous disait quiconque met en doute tel ou tel aspect de la vaccination n'est que vraiment un complotiste sulfureux à mettre à la droite des autocrates les plus perfides. En fait, il reste à écrire, il a déjà été écrit, l'histoire commence à être écrite de l'histoire de cette gestion du Covid-19, non seulement en France, mais dans le monde. Il y a eu des bouquins passionnants, nous avons reçu Pierre Chaillot, le statisticien, nous avons reçu Jean-Dominique Michel, nous avons reçu Didier Raoult, nous avons reçu Christian Perron, et aussi des partisans, effectivement, du vaccin, tous vaccinés, tous protégés. Alors, eh bien, écoutez l'histoire dira ce qu'il en est vraiment, mais que l'on ait pu qualifier de complotistes sulfureux des gens qui avaient question à tout et qui mettaient en doute. Que l'on ait, il faut le dire, supprimé toute indemnité, mise en disponibilité sans un sou des centaines, des milliers de soignants parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, alors que les députés n'étaient pas vaccinés et n'avaient pas l'obligation de se faire vacciner. Par exemple, que l'on avait dit qu'on voulait emmerder, et non seulement on avait envie d'emmerder les non-vaccinés, et cela au sommet même, que l'on ne pose pas des questions alors qu'un peu partout, aux États-Unis et ailleurs, surgissent des procès qui ne font que commencer contre les laboratoires, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Et enfin, il faut le dire, qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons toujours pas, nous, les 400 millions d'Européens, la teneur intégrale des contacts et des contrats signés entre la Commission européenne de Madame Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Monsieur Albert Bourla. À l'heure où je vous parle, nous sommes en mars 2025, nous n'avons encore, alors que c'est la moindre des choses, ni nous dit d'ailleurs les députés européens dont les 2/3 ont voté contre la transparence des contrats. Alors vous voyez, cette histoire, elle n'est pas du tout finie. On voulait simplement vous rappeler un certain nombre de choses. On voulait vous faire réentendre un certain nombre de faits et un certain nombre de déclarations. Et dans cette auberge espagnole des fantasmes, il faudra vraiment que le bon Dieu retrouve ses petits. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On nous signale, là, l'information est parue hier, que tous les Français, la totalité de la population française, se verra distribuer un manuel de survie en fonction de ce qui risque de se passer dans les prochains mois. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochains mois? Eh bien, certains parlent de guerre, en fonction de ce qui se passe entre la Russie, l'Amérique, l'Ukraine, puisque le 6 mars, il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont nous parlions à propos des contrats et des SMS avec Pfizer, a présenté le plan Rearm Europe. Réarmer l'Europe, ce plan pourrait être doté de 800 milliards d'euros. Et ça vise à augmenter les dépenses de défense de l'UE, de l'Union européenne, donc dérogation au pacte de stabilité et de croissance, sans risquer une procédure pour déficit excessif. Oui, évidemment, on connaît la marge, 3% du PIB, etc. Facilité de prêts, davantage de fonds, mobilisation de capitaux privés, et on en parle, et on a entendu plusieurs fois en parler, l'épargne. L'épargne des Français, et oui, il faut faire des sacrifices, il faut penser à cela, et donc il faut que l'épargne des Français se tourne aussi vers la dépense. Alors, Patrice Huban, bonjour. Alors, justement, on est ravis de vous recevoir. Vous avez déjà reçu pour votre livre Vers un nouvel essor français qui est paru à VA Édition. Vous êtes, je rappelle, président donc
du Nouvel Essor français, votre mouvement. Vous êtes ancien officier de l'armée de terre et vous êtes enseignant de l'économie de la défense à Sciences Po. Alors, première question, donc on parle d'armée européenne, en tout cas on parle d'efforts d'armement. Où en est l'état des lieux? Parce qu'il y a je dirais pas une furieuse polémique, les uns qui disent, attendez, qu'est-ce que c'est que ces bruits de bottes, la Russie n'est pas en train, effectivement, elle a envahi l'Ukraine, et il y a cette guerre en ce moment, mais elle n'a pas envahi l'Europe, elle n'a pas l'intention. Et de l'autre, étant donné, disent les autres, les Américains qui se préparent à faire un Yalta ou un nouveau Yalta avec la Russie, il faut que l'Europe apprenne à se défendre. Simplement, quels moyens et avons-nous les moyens? Patrice Huban. Écoutez, ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Donc on a aujourd'hui une armée échantillonnaire. On est un petit peu, on fait face au syndrome du Second Empire, si vous voulez, une armée d'expédition, mais qui est incapable de faire face à un conflit qu'on appelle symétrique dans le jargon du métier, c'est-à-dire un conflit de masse face à un adversaire qui a les mêmes capacités que vous. C'est-à-dire, quand vous dites armée échantillonnaire, c'est-à-dire, soyons clairs, on n'a pas aujourd'hui, par exemple, s'il y a une guerre avec la Russie, est-ce qu'on a les moyens de tenir ou pas? Non, parce que alors la force qu'on a, c'est qu'on a une industrie d'armement qui est capable de fabriquer des systèmes d'armes performants dans tout le spectre, dans tous les domaines, à la fois de l'artillerie, des blindés, de l'aviation, une marine, etc. Mais on n'a pas la profondeur, on n'a pas l'épaisseur, si vous voulez. On a 200 avions de chasse, on a 200 blindés de son char de combat. Pour vous donner un exemple, l'Israël, pourtant c'est 10 millions d'habitants, même pas la taille des Pays de la Loire, ils ont 10 fois plus de blindés que nous. Voyez, ils ont 350 avions de combat. Donc on n'a pas du tout les stocks et puis les volumes nécessaires pour faire face à une armée comme l'armée russe. Et alors, pourquoi on dit, vous voyez, on a entendu ça, alors l'idée c'est de ne pas d'entrer en guerre, bien sûr, mais de dire, par exemple, nous allons interposer ce que dit l'Angleterre et la France, par exemple, des armées une fois qu'il y aura un cessez-le-feu, et dit notre président, dit Emmanuel Macron, les Russes n'auront pas leur mot à dire. Et ce sont des effets de manche, ce sont des déclarations, c'est quoi, à votre avis? C'est extrêmement dangereux pour moi, il faut garder le calme des vieilles troupes. Quand vous voulez négocier avec un adversaire, vous n'allez pas abattre vos cartes et en plus vis-à-vis du grand public et en acculant votre adversaire. Donc l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et je dirais le déploiement de troupes occidentales, ça doit faire partie des négociations. Ouais. Vous n'acculez pas, là ce que je reproche au président de la République, c'est d'acculer complètement les Russes, donc les acculer quelque part au conflit et je dirais les acculer, presque les pousser au conflit. Exactement. Ouais. Donc c'est pas du tout acceptable, surtout quand on voit les difficultés internes au pays et les autres menaces qui sont devant nous. Oui, justement, il y a suffisamment de problèmes en France. Si on voulait résumer schématiquement, on est debout vociférant contre Poutine, mais contre un certain Tebboune, président d'Algérie, on l'est un peu moins. Exactement. Donc avant de vouloir jouer dans la catégorie des super lourds, faut déjà se faire respecter chez les poids mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et par ailleurs, concernant l'Ukraine, alors certes, la Russie a envahi un pays dans ses frontières internationalement reconnues, y compris par la Russie dans les années 90. Donc là, il n'y a pas photo. Entre guillemets, les Russes sont coupables, il faut les contenir, il faut aider l'Ukraine, mais attention, pas sans contrepartie. Et ce qui m'exaspère, c'est que dès que vous mettez un petit peu de nuance dans ce dossier, tout de suite, vous êtes défaitiste, vous êtes pétainiste, vous êtes extrémiste. Je suis désolé, mais aider l'Ukraine, en contrepartie, lutte contre la corruption, c'est le pays le plus corrompu d'Europe. Donc moi, je veux bien donner de l'argent à l'Ukraine, mais si la moitié qui part dans la poche des oligarques, qui vont, entre guillemets, se dorer la pilule le long de la Méditerranée, non. Et par ailleurs, je suis choqué que l'Ukraine ne mobilise toujours pas. Il a fallu attendre mai 2024 pour que l'âge, si vous voulez, plancher pour être mobilisé, pas forcément mobilisable, pour être mobilisable, passe de 27 à 25 ans. Et là, c'est en mai 2024. Exactement, ça. plus de 2 ans après le déclenchement du conflit, et vous avez la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne qui augmente, qui est aujourd'hui à 43 ans. C'est pas sérieux. Et après, ils nous disent qu'ils n'ont pas assez de troupes. Non. Donc oui à une aide à l'Ukraine, mais pas sans contrepartie. Et oui aussi aux négociations, parce que par définition, la diplomatie, c'est pas pour discuter avec ses copains, c'est pour discuter avec ses adversaires, voire ses ennemis.
Bien sûr. Et évaluer justement les forces en présence, c'est ça. Sachant que je reviens sur l'adhésion de l'Ukraine potentiellement à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est un chiffon rouge pour les Russes. Ils n'accepteront surtout l'OTAN. Jamais. Faut pas oublier que la Russie veut maîtriser son étranger proche et l'Ukraine a fait partie de l'empire russe et de l'Union soviétique pendant des siècles. Et je voudrais que nos éditeurs comprennent, c'est-à-dire que c'est comme si la France, depuis 30 ans, contrairement aux promesses qui ont été faites par les Occidentaux vis-à-vis de la Russie, dans les années 90, c'est comme si la France, depuis 30 ans, était progressivement entourée de pays manipulés soit par les Chinois et les Russes, pro-chinois et pro-russes, avec installation de bases militaires. Je pense qu'on aurait réagi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il faut se rappeler un certain Kennedy et un certain Khrouchtchev. Quand Khrouchtchev a donné des fusées soviétiques à l'époque, en 62, et que Kennedy a répondu, vous avez 48 heures pour les évacuer. Et ils ont négocié, et il faut voir aussi que les Américains sont engagés à retirer leurs missiles en Iran. Tout à fait. Tout à fait. Et Berlin, ils étaient même presque à menacer Berlin, enfin, à l'époque. Il faut toujours sortir par le haut. Oui, c'est ça. Et alors, mais à quoi attribuez-vous, alors, justement, et alors, ce plan, pensez-vous que ce plan lancé par l'Union européenne, Ursula von der Leyen, est-ce que ça va vers une armée européenne? Est-ce que ceux qui disent, oui, au-delà, enfin, du conflit, mais en disant, écoutez, Trump ayant les positions qu'il y a, en tout cas, les Américains aujourd'hui, l'USA, est-ce qu'il faut absolument créer une armée européenne? Et est-ce qu'il faut, comme l'a suggéré d'ailleurs Emmanuel Macron, en tant qu'il l'a évoqué, partager notre monopole nucléaire avec les pays européens là-dessus? Alors sur d'abord les 800 milliards tels qu'ils ont été promis, alors on va voir si ça va se matérialiser. C'est quoi l'objectif? Si c'est pour être autonome et indépendant vis-à-vis des États-Unis, si les pays européens continuent comme aujourd'hui à acheter massivement étrangers alors qu'on est autonome au niveau de l'industrie de défense, on est capable de fabriquer des matériels du même niveau que les États-Unis. Aujourd'hui, près de 80% du matériel acheté par les pays européens sont extra-européens et plus de 60% et plus de 60% américains. Sauf que la réglementation ITAR, vous savez, l'extraterritorialité du droit américain, ce qui fait que si vous achetez du matériel américain et si les États-Unis veulent pas que vous les utilisez, eh ben vous ne pourrez pas. Il y aura pas de mise à jour des logiciels, il y aura pas de pièces détachées. Vous voulez dire que les États-Unis peuvent empêcher l'utilisation de ces armes. Bien sûr. Et ils sont à 60%. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire si vous allez acquérir des systèmes d'armes et que vous voulez vous affranchir des États-Unis, de toute façon, ils auront le dernier mot. Donc il faut qu'on ait qu'on achète européen, notamment français, mais pas que, parce qu'il y a d'autres fournisseurs d'armes en Europe. Si on veut vraiment s'affranchir des États-Unis. Par ailleurs, l'armée européenne, ça veut dire quoi? Si c'est une industrie de défense, je dirais autonome, indépendante des États-Unis et d'autres, très bien, ce qui est déjà le cas. Si c'est l'interopérabilité des forces, la capacité à travailler ensemble, ce qui est déjà le cas avec les normes OTAN, on l'a vu en Afghanistan, il y avait plus de 20 pays européens engagés, on l'a vu en Libye avec les Britanniques, on sait parfaitement travailler ensemble. Là, d'accord. Si c'est une armée fédérale, surtout pas. Surtout pas, déjà c'est pas possible, et ce serait contre-productif sur un plan opérationnel. Pourquoi? Parce que la défense, c'est l'attribut principal de la souveraineté. Or, en démocratie, la souveraineté appartient au peuple, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec des gens qui partagent une culture, une histoire, c'est ça, oui. et une langue pour débattre. Sauf qu'il n'y a pas de peuple européen, donc de facto c'est pas possible. Ensuite, la politique étrangère. La politique étrangère, c'est, vous savez, d'un pays, c'est le fruit de son histoire et de sa géographie. Bon, les Polonais, historiquement, sont tournés vers l'Est. Nous, on est tournés plutôt vers le Sud, vers le Moyen-Orient, et puis aussi, on est une puissance mondiale avec nos outre-mer. Si on refait le scénario de l'Irak 2003, on fait comment? Il y a des pays qui voulaient intervenir, des pays qui voulaient pas. On coupe le porte-avions en deux, Charles de Gaulle, on fait comment? Non, c'est pas crédible. Et enfin, dernier point, sur un plan opérationnel, ce serait totalement contre-productif. Et là, c'est le militaire qui parle. Pourquoi? Parce que on est parfaitement capable de travailler ensemble. Et je l'ai vécu en Afghanistan et ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un fantassin français qui est capable de demander l'appui au sol d'un chasseur bombardier néerlandais. Ça fonctionne parfaitement. En revanche, si vous créez une armée fédérale, ce serait contre-productif parce que la force d'une armée, c'est sa cohésion. C'est sa cohésion à travers des valeurs, une histoire incarnée par des traditions et un drapeau. La plupart des Européens sont prêts à risquer leur vie pour leur drapeau. Mais pas pour le drapeau européen. Surtout qu'on a construit l'Europe non pas sur des valeurs, pour défendre des valeurs occidentales, l'héritage gréco-latin, les valeurs judéo-chrétiennes. Rome, Athènes, Jérusalem. Exactement. Disons. On a construit l'Europe sur l'économie. Qui est prêt à mourir pour l'euro? Donc vous voyez, donc ça ne pourra jamais marcher, ce serait contre-productif de toute façon. Et puis je répète, l'armée, c'est un moyen au service d'un objectif politique. Or, il ne peut pas y avoir de politique étrangère commune, puisque les pays européens ont des objectifs différents en la matière. C'est ça, et comme disait Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est pas nouveau. Mais alors, comment, écoutez, vos propos me paraissent vraiment pas frappés au coin du bon sens, Patrice Huybans, mais qu'est-ce qui fait que on entend depuis
depuis déjà quelque temps. Voilà, ces bruits de bottes, on va pas se laisser faire, on va y aller, que ce soit contre Trump ou contre Poutine ou contre ceci ou contre cela. Et surtout que on voit très bien, et vous parliez, les dissensions de Giorgia Meloni n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que de Keir Starmer. Orban, non, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est l'auberge espagnole du fantasme? On veut occuper justement le pays à l'extérieur et lui faire peur, alors que l'intérieur est au moins aussi préoccupant? Alors, je ne sais pas s'il y a un agenda caché, mais en tout cas, peut-être qu'il y a la volonté pour certains d'accélérer ce tropisme fédéraliste ou cette démarche d'approfondissement, alors que les peuples européens, on voit bien, freinent. Donc, certains disent que Staline a fait plus pour la construction européenne que Robert Schuman et Jean Monnet. Donc, il y a peut-être ça, sachant que les fédéralistes sont pour moi le principal obstacle et un ennemi mortel pour la coopération européenne, puisqu'à vouloir tout concentrer à Bruxelles auprès d'une commission qui n'est pas légitime démocratiquement, sur le dos de dirigeants démocratiquement désignés par les différents pays, c'est-à-dire les transformer en boîte aux lettres, ça pousse les peuples européens contre l'idée de construction européenne. Bien sûr, et on le voit très très bien même s'ils sont trafiqués ou autres dans les différentes élections qu'il y a eu récemment. Parlons pas de la Roumanie et puis du reste. Et alors vous, Patrice Hubin, en construction européenne, on parlait de la dimension militaire. Et alors, du point de vue de la France, pour vous, alors en dehors de ces bruits de bottes et ces bruits de guerre, on verra ce qui se passe entre Trump et Poutine, s'ils arrivent à un cessez-le-feu, enfin, qui jouera quoi, ça, on va pas jouer les marques de café et les voyantes. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier lieu? Alors, il faut que chaque pays déjà dépense davantage. Et il faut que la France, qui a la chance d'avoir une armée encore complète, prenne de l'épaisseur et montre la voie. Ah oui, pardon, on n'est pas juste... vous êtes pour la distribution de... C'est un faux sujet, parce que je rappelle, aujourd'hui, on a des charges minimum à 100 kilotonnes. Pour mémoire, Nagasaki, Hiroshima, c'était 15 à 20 kilotonnes. Donc mécaniquement, la puissance de nos armes donne une dimension européenne à cet outil, si vous voulez. Après, la vraie question, c'est qui appuie sur le bouton. Et là, évidemment, ça doit rester national, bien évidemment. C'est ça. Pas question de distribuer. Il n'y a pas de politique étrangère commune, comment on fait? D'accord. Oui, alors pour revenir donc, très bien, je voulais que justement vous répondiez à cette question. Alors pour revenir à ce qu'il faudrait faire, disons au niveau de la France. Alors il faut que ça vienne du bas, si vous voulez. À chaque fois que ça vient de la Commission et des 27, ça échoue. Tout ce qui a fonctionné en Europe, Airbus, l'Agence spatiale européenne, l'armement, à chaque fois, ça a été quelques pays qui sont mis d'accord. Et pourquoi ça marche, Airbus, l'armement et l'Agence spatiale européenne? Parce que c'est pas les 27, c'est quelques pays qui décident de se mettre en commun sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, vous avez l'OCAR, qui est l'organisme conjoint de coopération en matière d'armement, qui fait la maîtrise d'ouvrage, qui gère les grands programmes d'armement européens, et ça marche relativement bien, parce que vous avez 3 pays qui veulent faire un hélicoptère de manœuvre, 5 pays qui veulent faire un avion de chasse, ou 3, vous voyez, c'est à la carte. L'intergouvernemental par le bas fonctionne, pays qui vont être mais par le haut, ça ne marche pas parce que les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Mais Patrice Hubin, je vous remercie. On en continuera d'en parler avec vous. Je rappelle votre livre, Vers un nouvel essor français. Lisez-le, je vous le recommande, aux éditions VA. Merci. Merci beaucoup, Anna Berkoff, merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Alors justement, Patrice Hubin parlait très bien, il dit il faut raison garder, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Eh bien, il y en a qui ont la spécialité, c'est de dire n'importe quoi. Et c'est toujours intéressant, sur un plan, en tout cas, anthropologique, toujours. Par exemple, Raphaël Glucksmann, président de Place Publique, du mouvement Place Publique. Et, alors lui, il dit attention, les Américains ont trahi, ils se rangent du côté de Poutine, il dit pas ça comme ça, mais pratiquement, il dit, voilà, nous allons dire quelque chose, et il propose, alors là, elle lui propose quelque chose de formidable, écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du... L'Alsace et la Lorraine, nous resterons français, mais là, alors Raphaël Glucksmann, quand même, il passe
passe un échelon. Voilà, écoutez ce que dit Raphaël Glucksmann dans une réunion de place publique. Ça vaut le détour. Et nous allons dire aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, aux Américains qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique, rendez-nous la statue de la liberté. Mais alors quel mouvement de résistance. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici chez nous. Voilà, vous méprisez la liberté, chers Américains, nous, qui en faisons un usage magnifique, eh bien, on la veut chez nous, rendez-nous notre Alsace-Lorraine de Bartholdi, qu'on vous a offert en 1886. Alors vraiment, quand la politique atteint ce stade, quand un certain nombre de personnages qui se disent politiques, eh ben, écoutez, ça n'a pas tardé la réponse est devenue de Catherine Leavitt, qui est la porte-parole du gouvernement américain, dans une conférence de presse, enfin dans ses points de presse qu'elle fait très régulièrement. On lui a posé la question de cette déclaration et voici ce que Catherine Leavitt, 27 ans, a répondu. Écoutez. Mon conseil à ce politicien français anonyme de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Ils devraient donc être reconnaissants envers notre pays. Voilà, alors écoutez, vous penserez ce que vous voudrez, on pensera ce qu'on voudra. Peut-être qu'elle aurait pu dire qu'il n'y avait pas que les Américains, aussi un certain nombre de Ruskov qui nous ont empêchés, heureusement, de parler allemand aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, franchement ? Vraiment, posons-nous la question de savoir à quel point il faut arriver dans l'anecdote de Café du Commerce pour avancer. C'est comme ça qu'on se bat, c'est comme ça, rendez-nous un statut de la liberté. Allez, passons, tirons l'échelle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Extraordinaire générique, évidemment, Richard Strauss de 2001, Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre du grand cinéaste Stanley Kubrick. Et voilà. Eh bien, écoutez, vous savez qu'il y avait des astronautes partis il y a quelques mois, Son Winnan et Butch Wilmore, deux vétérans de l'espace, sont coincés. Depuis juin dernier, vous voyez, nous sommes aujourd'hui en mars. Depuis juin dernier, dans la station spatiale internationale ISS, en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing, qui les avait acheminés donc en juin dernier. Ils sont restés, ça fait quand même donc, regardez, juin, décembre, puis de 9 mois qu'ils sont en train de tourner dans l'espace. Eh bien, pendant quelque temps, il se passe rien. Il se fait que, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, Elon Musk qui, comme vous le savez, est le PDG de SpaceX, qui est devenu l'agence spationaute la plus importante et qui a toutes les commandes de la NASA, par exemple. Eh bien, voilà, ils sont allés les chercher, SpaceX, et ils viennent effectivement de se contacter. Ils ont, d'ailleurs, c'est très simple, les cosmonautes, les vétérans de l'espace, ont quitté la station et atterriront aujourd'hui à 22h grâce à une capsule de l'entreprise SpaceX. Alors vous allez me dire, eh bien, comment ça se fait qu'on ait attendu autant? Eh bien, tout simplement parce que Joe Robinette Biden ne voulait pas que Elon Musk, dont il savait effectivement l'appui à Trump, ne voulait pas qu'Elon Musk tire gloire de cette opération. Donc, il a fallu attendre la présidence de Trump et pour que Elon Musk fasse envoyer la capsule SpaceX dans l'espace et récupère. Mais alors, je finis là-dessus parce que ce qui est extraordinaire, c'est comment notre agence France-Presse, l'agence France-Presse, l'organe officiel français, voilà comment elle a commenté effectivement ce qui se passe depuis quelques jours.
Je transcris mot pour mot. Une nouvelle équipe d'astronautes est entrée dimanche dans la Station spatiale internationale, c'est qui tournoyait depuis 9 mois, pour y relever leurs collègues bloqués depuis plus de 9 mois, selon des images diffusées en direct par la NASA. Pas un mot dans le communiqué de l'AFP, pas un mot sur SpaceX, pas un mot sur Elon Musk. Non, là, on n'en parle pas. Franchement, que l'agence France Presse en arrive à faire pareil communiqué digne de l'Union soviétique sous Staline ou Brejnev, ou digne, je ne sais pas moi, de Mao Tse-tung ou de Kim Jong-un de Corée du Nord, parce qu'il ne faut pas parler de gens qu'on n'aime pas. Évidemment, je ne sais pas pourquoi on n'aime pas, mais enfin, ça n'a rien à faire que vous détestiez Elon Musk. Vous pouvez très bien citer comment ça se passe, et que c'est une opération réussie, et magnifiquement réussie, puisque tous les astronautes rentrent ce soir à 22h et seront dans leur pays. Voilà. Ça s'appelle l'agence France Presse ou l'agence France Détresse. Vraiment, je pose la question parce que l'AFP a toujours été quelque chose, une institution respectée. Eh bien, restez-le, s'il vous plaît. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec le président toxique. Alors, c'est quoi le président toxique? D'abord, c'est qui le président toxique, à votre avis? C'est qui? Eh ben, un journaliste vient d'écrire un livre intitulé « Le président toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron » aux éditions Robert Laffont. Bonjour Étienne Campion. Bonjour. André, merci de m'inviter. Merci, écoutez, je suis ravi parce que ce livre est remarquable, je le dis, vraiment c'est un livre remarquable, bourré d'informations, et surtout, avec ce personnage absolument, il faut le dire, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, il y a quelque chose de tout à fait mystérieux dans la vie d'Emmanuel Macron, qui est devenu presque l'auberge espagnole des fantasmes, en tout cas un certain nombre de fantasmes français, politiques ou autres. Alors, justement, président toxique, et vous racontez, au fond, vous le dites d'ailleurs d'emblée au début du livre, on ne comprend pas Emmanuel Macron si on le prend uniquement au moment de sa présidence ou même un peu avant. Il faut revenir à la jeunesse, il faut revenir à tout ça. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit que dès le départ, il y a deux choses qui sont très très fortes. C'est petit garçon déjà, il préférait de loin la compagnie des adultes à celle des gens du même âge que lui. Et puis deuxièmement et surtout, cette capacité de séduction et d'attention énorme. Alors racontez-nous un peu. Exactement. Il faut, en fait, je dis qu'il faut creuser aussi profond dans le passé que nous sommes englués dans le présent. Bon, il y a des hommes mystérieux dans l'histoire, on en connaît d'autres, qui, que ce soit négativement ou positivement, sont fascinants. Donc, bon, Emmanuel Macron, je reprends ce que vous dites, André, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je dis, on peut ne pas l'aimer, on peut le détester. Moi, j'ai pas un avis spécialement négatif ni positif. Je dis que pour l'examiner maintenant, il faut se mettre un peu dans la posture du juge, du policier, de ces gens qui dépassionnent l'analyse pour le comprendre. De l'enquêteur. De l'enquêteur, exactement. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Ça ressemble à une biographie. On peut appeler ça un portrait. On peut appeler ça une biographie. On peut appeler ça un récit. Ça laisse un peu de tout ça. Et j'ai rencontré une centaine de personnes depuis son enfance. Et y compris des témoins de son enfance. Y compris des témoins des copains d'école. Il y en a un que je cite beaucoup, qui s'appelle Renaud d'Artevel d'ailleurs. Vous verrez dans les premières pages. Lui, c'est un copain d'enfance. Et en fait, c'est passionnant. La matière première, quand vous avez un homme qui s'est rendu incompréhensible, ce que je dis, c'est qu'en fait, les présidents, comme les gens, en fait, avec le temps, deviennent tristement lisibles et prévisibles. Et on s'en lasse, tandis qu'il y a quelque chose chez Macron qui déclenche aussi une forme de rejet du fait qu'il est illisible. Et donc, je propose aux lecteurs un peu un mode d'emploi. Je leur dis, voilà, on comprend plus grand-chose. Ce type qui a défendu à peu près, ce type, c'est pas forcément le bon mot, je le retire. Qui a défendu tout et son contraire, c'est ça? À peu près tout son contraire, qui nous a dit que nous étions en guerre, qui nous a dit qu'il
il faisait campagne en 2017 contre le Rassemblement National et le FN, et je dis, en tout cas, c'est le but de l'épilogue à la fin, de dire qu'en fait, à mesure qu'il a déconstruit ces repères moraux que les gens utilisent autour d'eux pour créer des alliés, il s'est aussi rapproché de Marine Le Pen et du RN. Enfin, rapproché. Je dis qu'il y a quelque chose de paradoxal dans le milieu où les relations avec eux se sont réchauffées. On va en parler. Voilà. Mais revenez revenez au début. Et je reviens, bien sûr. Je dis, en plus, le livre commence par ça. C'est simple, c'est chronologique. Donc, ces points que vous soulevez, effectivement, il y a des points communs entre le Macron enfant, le Macron ado et le Macron président. Et effectivement, la compagnie des adultes, c'est passionnant. Ses professeurs, sa sœur aussi, ses proches disent qu'ils n'avaient pas du tout ce côté qu'ont les petits garçons à vouloir se construire ce que tous les petits garçons veulent avoir en fait, des liens d'amitié. C'est comme ça qu'on se construit quand on est enfant. Et on construit, c'est tout bête. Comme dans les clans en général, voilà, on construit. Et lui, pas du tout. Ouais. Il y a une phrase assez marrante, c'était là où c'était un prof qui a dit ça. C'est là où tous les petits garçons jouaient au foot. Lui, il venait voir les profs pour les corriger, pour leur dire vous avez pas assez bien traité, vous avez pas traité le programme comme il était convenu. Et tout de suite, il y a quelque chose qui heurte. Deuxièmement, c'est assez trivial, mais c'est assez amusant aussi, c'est que il détestait le dessert au moment des dîners. Pourquoi ? Parce que le dessert, c'est le moment où les enfants devaient quitter la table. Alors que lui, il voulait rester comme ça, tester les adultes. Et sa grand-mère, donc je le raconte, Manette, lui a appris, elle a tout de suite senti ça chez lui, elle lui a appris cette chose qui va devenir cette espèce de force pulsionnelle chez lui, qui est le talent oratoire. Ce truc par lequel il retourne toutes les situations. Sa grand-mère saisit cette chose-là. Elle l'a élevé, en quelque sorte. Elle l'a un peu élevé, en tout cas intellectuellement. D'accord. Et je dis que là où vous voulez voir, et c'est là qu'on arrive au président toxique, c'est ce côté indifférence aux affects qui crée très tôt chez ses parents et chez ses frères et sœurs. Puisqu'en fait, ça crée des tensions dans la famille, le fait qu'il aille le plus souvent chez sa grand-mère. Et en fait, il arrive comme ça, il y a cette espèce d'indifférence d'abord avec les parents, avec la famille, etc. Et ensuite, petit à petit, avec les amis, avec des... Oui, ce truc monte chez lui et c'est passionnant parce qu'on voit tout de suite clair. On comprend, mais c'est lui en fait. Quand on creuse dans l'enfance, et séduction pareil. Séduction, alors là... Ah oui, ça c'est extraordinaire. Mais et justement, Étienne Campion, c'est ce que vous racontez, ce qu'on voit dans votre livre, quand on lit votre livre, et c'est ça qui est quand même assez passionnant, c'est qu'au fond, je vais le dire un peu vulgairement et brut de décoffrage, l'impression qu'on a, alors je ne sais pas si on n'est pas à sa place et on va pas juger à sa place, mais quand même dans tout ce qu'on lit, on a l'impression que les gens ils le voient mais ils s'en foutent. Je veux dire que ça, les gens en tant que tels, qu'en tant qu'individus, ils s'attachent pas. Ou je ne sais pas, c'est à lui, c'est ça, ouais. Alors c'est ce truc que je repère dès le début de sa vie, cette espèce d'indifférence affective. C'est ça. C'est-à-dire que il y a des amis, par exemple, je les cite à Henri IV, à Léna, dans ses années, il coupe complètement les ponts. Une fois qu'il a utilisé, une amitié, c'est pas forcément utilisé, mais qu'il a profité de ce moment pour voir ce qu'il pouvait tirer des relations, il passe à autre chose. Et évidemment, on voit tout de suite le lien avec ces vieux. Je dis qu'il a, en fait, c'est un séducteur de vieux, Macron, dès le départ. Les vieux puissants que sont Jouillet, que sont Minc, que sont Attali, etc. Il leur a réservé le même traitement. Oui, c'est très intéressant, oui. Donc, vous auriez pu intituler certains chapitres avec mes meilleurs vieux. Alors, je fais un petit passage là-dessus sur le rapport de Macron aux vieux. Ouais. Il est intéressant à plus d'un titre parce que c'est non seulement les vieux qu'il a connus lui, mais c'est aussi les vieux dans la société. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un peu trivialement les boomers. Ouais. Il y a une attirance difficile à expliquer. Les sondeurs se cassent un peu les dents dessus. Pourquoi est-ce que dans la société, il y a une poche, de réservoir un peu de gris, quoi, une espèce de poche grise, de gens qui sont comme ça, dans un soutien pas explicable concrètement par des... Il leur rappelle un peu c'est des gens qui sont pas anti-système à plus d'un titre parce que en fait
Bon, ils sont dans le système. En fait, ils n'ont pas envie de renverser la table. Ils ont aussi une nostalgie de ce qu'a été construit. Mais lui, c'est le jeune séducteur. C'est quoi? Il le considère comme... Parce que, juste un mot, moi, même Philippe de Villiers m'avait raconté la séance quand il est venu au Puy du Fou. Et juste un mot, et il m'avait dit, c'est pour ça, et on le voit tout dans votre livre, où il dit, voilà, je conseille à Emmanuel Macron de faire ça et ça et ça, et il dit, t'entends Brigitte, note. Oui, ça, je le raconte dans le bouquin. Voilà. C'est bizarre. Alors, Villiers, c'est une histoire particulière. Il a tenté des approches avec des personnalités de droite. On n'a jamais vraiment trop compris pourquoi, Villiers non plus, je crois. Sachant qu'il a jamais fait un vrai virage à droite. Il y a eu des moments où il s'est dit, ok, Macron va faire un virage à droite. Il n'en a jamais vraiment fait un. Mais est-ce qu'il est de gauche, Macron? Franchement, est-ce qu'on peut dire qu'il est de gauche? Non, on peut pas dire qu'il est de gauche non plus. Enfin, je veux dire, il a dit dès le départ, le but, ses premiers pas en politique, c'est avec Hollande, quand il parie contre l'autre conseiller auprès d'Hollande, qui est Aquilino Morel, qui lui parie plutôt encore sur la jambe gauche, il y a les frondeurs, etc. Il comprend tout de suite qu'il va travailler le cerveau d'Hollande en lui injectant cette espèce de jambe droite, techno, enfin, je veux dire, oui, plutôt libéral, mais sans être vraiment très libéral, et qui va pouvoir asseoir son assise affective aussi là-dessus. Et après, mais en fait, on peut pas penser Macron avec les catégories droite-gauche. Bien sûr. Le mystère Macron va bien au-delà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a perdu la gauche et la droite en fin de compte. Mais le mystère Macron, je le dis, j'essaie de le dire, en tout cas, il est raisonnable à ce qui bouillonne en lui intimement, sa personnalité, mais pas au sens la personnalité, comme on dit de façon triviale, la personnalité profonde, qui fait que les hommes, en fait, croient diriger le monde en fonction de critères, ou alors on croit qu'ils dirigent le monde en fonction de critères rationnels, et en fait, tout chez lui participe de ça, de ces revirements ici et là, de ces tests politiques qui sans lendemain, et ça, pour le comprendre, pour se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, a fortiori avec la dissolution. En fait, je dis, mais c'était prévisible tout ça. Vous avez qu'à regarder la vie de ce mais alors personnage. Le socle, c'est quoi? Si on vire comme il a viré, on va pas faire. Il faudrait 3 heures pour faire le tour. Et je recommande votre livre de ce point de vue-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se dit, au fond, ce qui compte, c'est moi, quoi. Moi-même, à part Brigitte, on en reparlera. Mais bah oui, et c'est en fait paradoxal parce que quand il n'y a que vous qui comptez, vous vous mettez en danger, et c'est là où on me dit souvent, oui, mais alors c'est quoi la différence entre Macron et les autres présidents? Au fond, est-ce que c'est pas comme ça la politique? Je dis non. Si vous êtes dans ce relativisme-là, vous vous interdisez de comprendre tout à fait Macron. Pourquoi? Parce que la différence avec les autres, c'est que les autres, chefs d'État, présidents, peu importe, ont des barons, ont un clan, pas pour le plaisir d'avoir un clan, mais pour se protéger. Bien sûr. Macron, lui, moi, en fait, le bouquin, la matière première, c'est les macronistes. Donc, je sais pas les adversaires de Macron. C'est la vraie histoire secrète. Les macronistes, ceux qui avaient beaucoup à raconter. Et ceux qui ont beaucoup à raconter, ils disent, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Nous, on était là pour porter le macronisme sur les fonds baptismaux, de faire perdurer, effectivement d'évoluer, pourquoi pas, mais de rester dans ce logiciel de 2017. Et tout cela, ils sont pantois, ils traînent aujourd'hui leur spleen dans Paris, puisque dès les premières années, ils ont vu un Macron jusqu'ici onctueux, sympathique, celui de la Startup Nation, vous savez, on le connaît tous par cœur, devenir cassant, autoritaire, mais avec une espèce de paradoxale intégrité, de fait qu'il traitait aussi avec la même force ses proches et les Français. C'est-à-dire que je dis, il y a ce qu'on a vu, le Covid, les gilets jaunes, etc., les petites phrases, et en fait, ceux qui l'ont vécu en première ligne, bien sûr, ce sont les proches qui n'ont pas été protégés. Normalement, on protège les siens. Et c'est pour ça que je dis, il y a un mot qui convient bien à moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai bossé, c'est la Schadenfreude, c'est la joie mauvaise. Parfois, on se dit, mais il a fait ça pour limite faire plaisir à ceux qui regardent cette pièce de théâtre autour et qui le voient sacrifier les siens. On va en parler, Étienne Campion, parce qu'il y a 2 choses que on a envie de penser à certaines gens, à la chanson de Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais et tes larmes n'y pourront rien changer. Et l'autre chose, c'est j'ai
non pas j'emmerde les non-vaccinés, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. On va en reparler tout de suite après cette petite pause. Je vous rappelle, 0826 300 300, 0826 300 300 pour interroger Étienne Campion sur vraiment cette fascinante personnalité, Monsieur Emmanuel and Mr Macron. Docteur Emmanuel and Mr Macron. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Le président toxique, oui, effectivement, Étienne Campion enquête sur le véritable Emmanuel Macron chez Robert Laffont. Et au fond, existe-t-il un véritable Emmanuel Macron? Certes, il existe, vous l'avez rencontré, en tout cas, on le connaît suffisamment, on voit ce qui se passe. Alors, justement, on parlait de ça, cette espèce de, je dirais, la plupart des interlocuteurs rentrent dans séduite et abandonnée. Donc voilà, on est là, le charme opère. D'ailleurs, l'ascension fulgurante, on pourra en parler du secrétaire général adjoint de l'Élysée à la présidente de la République, qui dure quelques années, en témoigne. Donc, et en fait, Étienne Campion, au bout du compte et au bout de votre enquête et au bout de votre écriture, est-ce qu'il existe Emmanuel Macron? Oula, vaste question. Oui, il existe, bien sûr qu'il existe. Est-ce qu'il existe un seul Emmanuel Macron? C'est peut-être ça. C'est ce que je voulais dire, oui. Est-ce qu'il en existe un seul? Oui. C'est pour ça que il y a vous savez, la métaphore des costumes. Elle est assez simple, elle permet de rentrer dans le personnage. Il a utilisé des costumes. Il y avait le premier costume de 2017, et ensuite il en a mis d'autres. Moi, je suis rentré dans l'enquête en fait en analysant les premiers costumes que j'ai vus. C'est-à-dire que d'abord, j'ai analysé son rapport aux intellectuels. Et là, j'ai vu, par exemple, si vous voulez, son rapport à ceux qu'on appelait les Ricoeuriens. Des gens qui sont adeptes de Paul Ricoeur. Macron a rencontré Paul Ricoeur, et j'ai vu, avec vraiment une attention bizarre, qu'il leur avait vendu une personnalité qui les avait ensorcelés, et très vite, eux, ça date de 2017, je parle de quelqu'un qui s'appelle François Dos, par exemple, c'est un historien qui a présenté Macron à Ricoeur. Il a fini par écrire, il a écrit un livre, Macron, pris un philosophe, ensuite il a écrit Les larmes de Paul Ricoeur. Vous voyez, en 2 livres, tout de suite, Macron et les larmes. Donc, on voyait tout de suite ce qui s'est passé. C'est pas des gens extrêmement connus, donc, en fait, je dis, ok, ils sont pas connus du grand public, mais vous voulez vraiment comprendre ce qu'il a fait, regardez les petits rôle qu'il a joué comme ça. Ensuite, et il les a ensorcelés comment et pourquoi? Pour parler des philosophes, en se montrant extrêmement brillant. Là, c'est un chapitre, j'amène les lecteurs à le lire, je propose aux lecteurs de le lire, mais en fait, on est en 2000. Macron est élève à Sciences Po de François Dos. François Dos connaît Paul Ricoeur. Il lui dit, écoute, Paul Ricoeur lui dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes notes de bas de page sur un bouquin à venir. Ça s'appelle La mémoire, l'histoire, l'oubli. Il est sorti en 2000, ouais. Et François Dos lui dit, ok, je connais un jeune gars, il est brillant, il s'appelle Emmanuel Macron. Bon, déjà, Macron séduit Dos dans ses cours, et là, ça va lui ouvrir des portes. Il essaie de s'ouvrir le plus de portes possible à cette époque-là, Macron. Il essaie de s'ouvrir celle des chevènementistes aussi, je le raconte par ailleurs. Et là, évidemment, il arrive au comité de rédaction de la revue Esprit, qui est une revue ricoeurienne, et c'est là, il dit, il s'ouvre une porte, il montre le meilleur de lui-même avec cette espèce de talent, évidemment, oral qu'on a vu et tout, mais dont on voit pas la face cachée. Donc il séduit. Et là, les ricoeuriens, bon, ils ont pas trop de nouvelles, ces gens-là, jusque 2017, mais ils sont quand même, évidemment, le jeune Macron qu'ils ont vu à 20-25 ans, et président de la République. Donc ça se passe bien. Et là, tout de suite, la porte se referme sur eux, arrivés au pouvoir. Ce qui croyait être une présidence ricoeurienne va vite être... pour eux, si vous voulez, la première loi immigration, par exemple, et la loi... il y a une loi sécurité, renseignement, voilà. Bon. Et pour eux, ça a tout de suite une cassure, parce que pour eux, c'est déjà un virage à droite. Bon. D'accord. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ils montrent aux personnes qui séduisent le miroir, un miroir face à eux, dans lequel ils se reflètent. Bon. J'ai aussi creusé pour arriver par exemple, pour parler commission Attali, sous Sarkozy, où il est secrétaire général, et, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bien de le raconter. C'est pareil, c'est l'objet d'un chapitre, la commission Attali, mais c'est pour lui une bénédiction, parce qu'en fait,
Attali, qui est nommé à la tête d'une commission, dit à Sarkozy, ok, moi je veux bien une commission, par contre, les deux personnes qui vont être les rapporteurs, je veux qu'ils soient indépendants. Conseil d'État, Inspection Générale des Finances. Qui est-ce qui va chercher l'Inspection Générale des Finances? Bingo, il y a un type qui est bon, Macron. Ok, il arrive, il devient rapporteur général adjoint, on se rappelle pas du tout d'ailleurs du nom de la rapportrice générale, voilà, il l'a éclipsé. Là, Macron lui donne un rôle, celui du super énarque, qui va regarder techniquement si tout est possible, bon. Et là où il excelle, c'est que c'est dans les moments d'entre-deux, puisque la règle qu'impose Attali, c'est une règle de vote à l'unanimité. Il faut que les 42 membres votent une proposition. Donc, bingo, qu'est-ce que fait Macron? Il va dans ces moments d'entre-deux, aux apéros, au dîner, au moment où en fait on se sustente avant de repartir en séance. Et être onctueux, il est tout jeune, il a à peine la trentaine, être onctueux avec les uns et les autres, leur montrer, tiens, si tu cèdes sur ça, on peut avancer là-dessus, etc. Et là, par exemple, sur l'ISF, vous voulez voir des continuités, il y en a une. L'ISF, que Macron supprime l'impôt sur la fortune en 2018, qui est-ce qui fait avancer les uns et les autres sur une position d'adoption de la suppression de l'ISF? C'est Macron, déjà. Sarkozy la reprend pas, il voit bien que c'est sulfureux pour lui. Mais vous voyez, il y a déjà dans la commission Attali un peu de ce qu'est le macronisme. Et par contre, évidemment, l'histoire après, on voit souvent Attali comme un tireur. Enfin, il a souvent été portrétisé puisqu'il a dit que Macron serait le prochain président en 2014, etc. Bon, en vérité, Macron avec Attali, après ces années où il a eu besoin de lui, il ne le voit plus beaucoup, il ne calcule, comme on dit, plus tellement. Les relations sont très fraîches dès 2015-2016. Et Attali, bon, il a le cuir épais, il en a vu d'autres, mais en fait, Attali a pas eu tellement de... Vous savez, il se sert des gens pour arriver au pouvoir, et après, il ferme la porte sur eux. Mais ça s'est passé pas qu'avec Attali. C'est passé avec Jouyet, avec Minc, avec... Ça s'est passé avec presque tout le monde, à votre avis? Presque tout le monde, mais même une fois au pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois au pouvoir, il y a ceux qu'il a attirés en 2022 dans ses filets. J'allais en parler, mais une des enquêtes que j'ai fait pour arriver à ce livre-là et qui a donné un chapitre, c'est les laïcs républicains. Donc les printemps républicains, à l'époque Zineb El Razoui quand elle n'avait pas encore évolué. Chevènement, je le mets dedans, même si bon, il n'est pas exactement de la même famille. Mais... en fait, en 2022, il est question de leur proposer des circonscriptions, de leur proposer de monter dans le train en marche d'un Macron qui vendait un tournant républicain. S'il y avait eu l'affaire Paty, etc. Bon, ils y ont cru. Bon, on peut leur reprocher, mais il y a quelque chose qui leur a été vendu. Et en fait, une fois tout le monde là l'a soutenu pour la présidentielle, les portes se referment très brutalement sur eux aux législatives. Et c'est un psychodrame. Et en fait, ce psychodrame pas nécessaire, pour moi, raconte parfaitement Macron, parce qu'il aura eu intérêt à les garder avec eux. À chaque fois qu'il a intérêt à garder des gens avec eux, il referme la porte du pouvoir sur eux. Mais alors justement, avant, on va faire une autre petite pause, encore une fois, 0826 300 300. Mais justement, Étienne Campion, dans ce que vous racontez, mais quelque part, il jouit quelque part, au sens, je veux dire, d'esprit, ou d'un certain exercice plus ou moins pervers, il jouit de cela. Style, je vous attire, vous êtes avec moi, je vous ai séduit, regardez que je suis bien, et après, les gens sont là sidérés, comprennent pas, mais je croyais que j'étais avec lui, Gérard Collomb. C'est difficile. Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon. Alors, Gérard Collomb, je vais répondre à la question, mais oui, Gérard Collomb, je raconte son histoire, l'histoire secrète, en fait, de sa relation avec Macron, et c'est pareil, en fait, ça commence en pleurs de joie à l'Élysée, ça finit en pleurs de tristesse, je contacte la veuve de Gérard Collomb, Caroline Collomb, qui me dit, mon mari est mort de ce que vous racontez. Il est tombé malade, il en est mort. C'est frappant quand la femme de Collomb vous le dit, vous dites, mais ok. Tout a été une succession de petites choses où le président n'écoute pas Collomb, Collomb avance, Collomb est frustré. Bon, il voulait un ministère, il a pas eu le bon, il voulait pas l'intérieur Collomb, il voulait un ministère à l'urbanisme. Bon. Collomb est frappé par l'attentat de la gare Saint-Charles, de jeunes lyonnaises qui sont tués, c'est abominable, il voit leur corps pas recouvert. Il y a quelque chose qui naît en lui d'homme d'État, il veut réguler l'immigration et l'insécurité, en gros, pour faire simple. Oui, le côte à côte et le face à face. Et ça finit, il démissionne en voyant que Macron mute en un président arrogant. Il démissionne, ensuite il y a un psychodrame à la mairie de Lyon. Macron finit par lui retirer l'investiture de second tour. Bon. Et pour vous répondre,
Oui. Moi, j'ai été frappé de voir là récemment, il y a une semaine tout juste, quelqu'un m'a montré une vidéo des petites phrases. Toutes les petites phrases qu'on voit un peu moins d'ailleurs, même. Je vous les fais pas, on les connaît tous par cœur. Il en a eu pas mal, oui. Et on voit que Macron, j'ai été frappé de voir que à chaque fois qu'il prononce ces petites phrases, il se met à sourire. Il y a un rictus qu'il n'arrive pas à réprimer, qui habite son visage et on dit mais attends, souvent en plus ça se passe dans un pays étranger, mais qu'est-ce qui anime un président qui va avoir une petite phrase méprisante pour son peuple, type gaulois réfractaire, etc., à la faire et en plus en rire. Il y a toujours ces deux-là avec Macron. Il y a la dissolution et après je mets en scène le désarroi de mes ministres. Il y a les petites phrases et ensuite il y a ce truc qui est... Là, pour vous répondre, je peux pas vous dire oui ou non, il en jouit, mais il y a des moments où effectivement, moi j'essaie de le dire à la fin du livre pour parler de la dissolution, mais on a l'impression, en tout cas c'est ce que les gens qui l'ont vécu me disent, qu'ils testent le rapport des gens au pouvoir. Il est comme alléché à l'idée de voir les gens eux-mêmes alléchés par l'odeur du pouvoir se casser les dents dessus, comme s'il était attiré par l'espèce de faiblesse humaine qui arrive invariablement au pouvoir et qui se casse les dents dessus, tandis que lui leur referme la porte sur le nez. Mais prenez Julien de Normandie. Prenons Julien de Normandie. Et voir ce que l'effet de fermer la porte sur le nez donne. Et voir ce truc-là. Julien de Normandie, c'est un des plus fidèles alliés de Macron. Il était avec lui en 2015. Il était avec lui à Bercy. Quand Macron pense à tout quitter juste avant d'arriver à Bercy, qu'est-ce qu'il pense à faire? Il pense à partir avec de Normandie, faire un cabinet de conseil, etc. C'est vraiment son proche. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2024 quand il nomme Attal, Macron? Il se passe qu'avant de nommer Attal, il a dit à de Normandie, ça sera toi. Ce sera toi, tu me fais un cabinet, tu me fais une feuille de route. Tu me fais une feuille de route, tu me fais tout ça. Et comment refuser? Vous êtes de Normandie, on vous propose de Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? La veille de nommer Attal, il dit, ah bah non, Julien, ce sera pas toi, ce sera Gabriel. À quoi ça sert? Même Ferrand a protesté, c'est dire, même Ferrand a protesté, c'est dire, tu peux pas faire ça, Emmanuel. Mais qu'est-ce qui anime? Oui, vous pouvez, comme il a pas dit à Attal qu'il allait dissoudre. Attal l'a pris aussi, il l'a pris dans la poire. Comme tous les macronistes d'ailleurs. Donc il y a quelque chose d'inexplicable qui existe chez lui, qui relève, que dire, peut-être de la jouissance, peut-être je crois que, je vous dis, moi, ce truc, c'est comme si il était, hyper intéressé, habité, curieux de voir ce qui se passe quand le pouvoir frappe à la porte des gens et de voir comment lui et quelque chose de théâtral en fait, et c'est ça, et qui d'ailleurs remonte à son rapport théâtral dès le départ. Je vous fais pas on va parler du théâtre et de Brigitte. Théâtre, mais il y a quelque chose chez lui qui est habité par la façon dont les humains parfois sont touchés par quelque chose sans débattre, et parfois en meurt. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est le bruit que fait la porte en se refermant et les gens voient arriver le pouvoir, ils se disent ça y est, je suis là et puis je ne suis plus là. On va continuer à en parler juste après cette petite pause, c'est passionnant. Effectivement, le président toxique, portrait d'Étienne Campion de ce président que nous avons depuis 7 ans, hein, ça fait un septennat maintenant si on peut dire, et où ça va finir, on en parle tout de suite après cette petite pause et n'oubliez pas 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous ne finirons pas sur ce sujet, évidemment, et ce n'est pas en une heure qu'on peut l'épuiser. Emmanuel Macron, le président toxique, selon Étienne Campion, dans un livre qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Mais alors justement, on parle de ces bruits de portes qui se ferment, du fait que, bon, voilà, c'est un peu théorème de Pasolini, je séduis et j'abandonne. Et en même temps, il y a quelqu'un quand même qui est là, quand même depuis que Emmanuel Macron avait 14 ans, vous en parlez longuement et à juste titre, c'est Brigitte. Alors Brigitte, elle est toujours là, il n'y a pas eu de porte fermée, il n'y a pas eu ni divorce, ni de séparation. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe avec Brigitte? Alors, Brigitte, je dis qu'elle a un rôle énorme, je le raconte dans 2 chapitres au départ. Je dis que le rôle qu'elle a autour de lui fait qu'il n'est pas, contrairement à ce que on pourrait suggérer, c'est vrai que le titre le suggère, un cyborg complètement
sadiques, sans âme aucune, sans chaleur. Il y a une personne qui, invariablement depuis le début de sa vie, reçoit ce que les autres ne reçoivent pas de chaleur et d'affection et de compréhension, c'est Brigitte. Donc, c'est la seule, à votre avis, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est la seule, oui. Ouais. Et donc je raconte l'histoire de leur rencontre, parce qu'une biographie c'est aussi ça, c'est pas juste de théoriser des choses, c'est raconter des faits, et j'apporte des choses nouvelles. Je dis qu'il a eu une force énorme, et là, force au sens, c'est neutre, c'est bien animal, on peut en penser ce qu'on veut. Bon, pour pénétrer un couple, je raconte que Macron, jeune, était au lycée avec la fille de Brigitte, Laurence. D'ailleurs, quand les parents de Macron ont entendu parler d'une osière, d'abord ils pensaient à la petite Laurence. Ah oui, la petite Laurence, ouais. Et vu qu'en fait, Brigitte était une prof très ouverte aux élèves, prof très moderne en fait, qui reçoit chez elle des élèves. Bon. Et Emmanuel était invité avec des camarades, avec aussi, puisqu'il connaissait Laurence, chez elle. Il a fixé ce couple, Brigitte et André, et il a eu cette force que je dis... C'est pour ça que je fais le lien avec la force de séduction générale. Quand vous avez 15 ans, que vous dites, je vais séduire cette prof. Ouais, 14 ans même, enfin bon. Ouais. Oui, 14 ans, c'est la première fois qu'il la rencontre. 15 ans, c'est 15-16 ans. C'est difficile. 15-16 ans, oui, c'est, d'accord. Je raconte même la première rencontre, c'est quand Macron présente son stage de troisième. Il arrive, là, ils se sont jamais vus. Elle est dans le public. Il arrive, il descend sur la scène, il fait un discours. Personne lui a demandé de discours. En troisième, Et il discourt sur la vanité de recevoir des prix, parce qu'il est question de recevoir les prix pour les meilleurs stages de troisième. Il avait fait un stage chez Bordas. D'ailleurs, stage chez Bordas à Paris, qui est son premier emploi à Paris. Comment est-ce qu'il l'a eu? En séduisant la prof de troisième avant Brigitte. En séduisant, non, je dis pas qu'il l'a séduit physiquement non plus, mais en venant, en restant après le cours, en se faisant remarquer, etc. Bon. Donc, il passe d'une chose à une autre déjà. Et Brigitte, après, c'est une histoire chaotique, mais qui va les souder, je parle c'est l'écrivain Emmanuel Carrère qui parle de ça, c'est un pacte. On peut s'aimer, je dis pas qu'ils s'aiment pas, mais il y a quelque chose du pacte aussi. Entre deux êtres, pour avancer dans la... Elle est là, il y a des rumeurs dans tout Amiens qu'elle est en couple avec son élève. Lui, il est parti à Paris et ils attendent pour se revoir. Bon. Et ça va créer une espèce de force à deux. On en pense qu'on veut, la différence d'âge. Moi, je dis juste la force que tout ça a pris. Et le résultat, après, avec les années, c'est qu'elle lui confère un rôle polymorphe, à la fois de casque bleu, de spin doctor, de conseillère, et qu'elle lui permet, le mot, là, moi je dis autonomie affective. C'est-à-dire qu'en fait, il se permet, en aimant elle, de ne pas aimer le reste du monde. C'est une béquille. Vous voulez dire, mon affectivité, elle est là, elle est concentrée sur elle, manifestement. Donc, mais est-ce qu'elle joue un rôle vous en parlez, de mentor, de Svengali, de conseiller, de spin doctor, elle joue tout ça? Alors, oui, mais alors, il y a différentes versions. Il y a ceux qui disent, elle voulait pas du pouvoir spécialement, mais elle était contente de l'avoir pris. Il y a ceux qui disent, ah non, elle a participé à ce qu'est devenu Macron en le cornerisant, en le coupant d'autres clans, d'autres réseaux, en l'encourageant un peu dans ce... Il y a plusieurs sources, difficile de dire où la vérité. Le fait est qu'elle cautionne. Mais ils sont toujours inséparables. Elle est toujours là. Oui, manifestement oui. Après, il y a des rumeurs, des tendances comme quoi ça irait pas aussi bien qu'au début. C'est difficile. C'est pas à moi j'ai pas assez d'éléments pour vous répondre aussi précisément. Mais oui, de fait, elle a participé aussi à l'évolution de ce qui est depuis le départ. Elle est celui qui le connaît mieux. Et quand j'ai creusé, beaucoup m'ont dit si Macron devrait vraiment flancher, c'est s'il arrivait quelque chose à Brigitte, quoi. Donc oui, en fait, elle seule détient le mystère depuis le départ parce qu'ils ont cheminé ensemble, parce qu'ils ont eu ces vendredis après-midi que je raconte où en fait, là aussi, force de persuasion, elle est prof à l'atelier théâtre. Ils arrivent en première, ils doivent jouer une pièce d'Edoardo Di Filippo, et il y a pas assez de rôle féminin parce qu'il y a plein de filles dans l'atelier théâtre, dont la fille de Brigitte. Et Emmanuel lui dit je vais réécrire la pièce. Qui réécrit une pièce à 16 ans pour intégrer les... Voilà. Et donc ils se rendent compte, ils cheminent ensemble. Je vois le vendredi après-midi, et c'est là où, comme elle dit, elle a flanché.
Et bon, cette relation, je fais pas du journalisme people ou autre, c'est juste qu'il faut comprendre. Quand, en fait, une biographie de quelqu'un, il faut comprendre le rôle qu'elle a. Et je dis, on peut avoir un regard sulfureux, dans le bon sens du terme, sur la relation Brigitte-Macron, et le rôle qu'elle a et tout ça, sans tomber dans les choses invérifiables, etc. Partenaire et complice, quoi, quelque part. Partenaire et complice. Ouais. Et oui, il y a quelque chose de politique et d'intéressé. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'amour. On peut être intéressé à avoir de l'amour. Non, bien sûr. Mais mais ça a permis une force, en fait, à Macron, qui est de se sentir épaulé par quelque chose, par quelqu'un. Et au fond, d'indifférer le reste du monde. Voilà, c'est ce que je dis pour résumer. Moi, j'invite les lecteurs à aller plus en détail. Non, nous l'invitons aussi, Étienne. Mais ce qui est absolument fascinant, parce qu'il y a aussi ça, mais il y a aussi les côtés qu'il faut dire. Il y a les côtés du tout et son contraire. Il y a les côtés où il dit, parce que il faut aussi, et on va en parler maintenant, le côté détruire, dit-il. Et on va en parler. Juste après cette petite pause, parce que il y a quand même des choses à dire sur sa volonté. Et d'ailleurs, vous le dites à la fin, mais on va en parler. Sa volonté, en fait, de brûler Rome, ou de brûler Paris, ou de brûler en tout cas ce qui a été adoré, et même de dire que les Français, ils en sont eux aussi restés un peu pantois. On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Emmanuel Macron dans tous ses états décrits par Étienne Campion. Je crois que nous avons des auditeurs. Vous avez deux appels. Le premier, c'est Franck qui appelle de Montpellier. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur Berkov, très heureux de vous avoir à l'antenne et bonjour Monsieur Campion. Bonjour. Voilà, juste une petite anecdote. Moi j'ai travaillé dans un grand groupe et j'avais un PDG qui a su monter une des sociétés du groupe à un très haut niveau et qui après a tout détruit. Alors ma question, et j'en viens là, est-ce que nous ne sommes pas là dans une forme de perversion narcissique, d'une forme de psychopathie, et voire de bipolarité avec notre cher président ? Oui, c'est une question. Je voudrais juste ajouter tout à fait dans votre sens, Franck. C'est la question que je voulais poser d'ailleurs à Étienne Campion. C'est qu'au fond, regardez, les partis détruits, hein. Lui, il fait du afuera, mais pas du tout dans le sens de Javier Milei d'Argentine. C'est, parti détruit, la culture française, ça n'existe pas, la colonisation, crime contre l'humanité, et surtout, quand même, il laisse les Français sans aucun point de repère. Alors qu'un président, en principe, s'est fait pour unifier, identité ou pas, mais enfin, lui, c'est vraiment détruire, dit-il, Étienne Campion, quand même. Oui, quand le résultat final est l'état actuel du pays, une dissolution que personne n'a compris et des raisons que tout le monde ignore, on est obligé de se poser ce genre de questions. Là-dessus, et d'ailleurs, les Français se la posent. En fait, moi, je suis marqué je suis frappé de voir que les gens raisonnent un peu comme monsieur l'auditeur. Et en fait, c'est la dissolution qui a acté. Parce qu'on me dit, moi, je psychologise non. C'est Macron qui donne à se psychologiser. En fait, avec ce qui se passe, tous les gens ne peuvent qu'avoir des éléments tels. Rappelez-vous, lors de la dissolution, Ruffin qui dit on a un taré à la tête du pays. Et puis tous ces épithètes qui arrivent, il est fou, etc. Quand le dernier mot que vous laissez sur la bouche des Français, c'est il est fou. Ouais, il faut se poser des questions. Pour répondre à votre auditeur, en fait, je fais 460 pages pour essayer de comprendre ça. Voilà, je peux pas arrêter un mot, etc. Perversion narcissique. Il y a un auteur qui s'appelle Marc Joly, je crois, qui a fait un livre là récemment pour appliquer le concept de Récamier. C'est un psychologue français qui s'appelle Récamier, qui a mis au point le concept de perversion narcissique. Et il en fait, ça s'appelle la pensée perverse au pouvoir. Moi, j'aurais pas fait le livre comme ça. Je préfère faire des faits et tout. Là, c'est pour le coup psychologisant. Voilà. Mais le fait est que il y a des choses. On touche quelque chose. Et difficile d'arrêter un mot. Dans l'intro, je dis que
les mots parfois sont aussi puissants soient-ils, et la langue française aussi puissante soit-elle, parvient pas à toucher du doigt. Bon, enfin, vous avez quand même employé toxique, hein, et dans votre titre, donc voilà, c'est moi pas mal non plus. Hein, je dis toxique, mais en fait, je préfère que les faits parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot dans le livre. J'emploie que dans l'intro. Oui, mais enfin, l'intro, elle parle. Hein, oui, non, mais moi, je l'assume, ce truc. Oui, il l'est de fait, au sens où on l'entend. Safia, je crois que nous avons Safia, oui, qui appelle de la Courneuve. Alors, bonjour Safia. Bonjour André, je suis heureuse de vous avoir. Et par rapport au plateau, effectivement, le portrait dressé de Monsieur Macron est édifiant et complètement raccord avec le lubris et la folie furieuse destructrice, je dirais pas du personnage, mais je crois qu'il est complètement. Enfin moi, quand je l'observe, je l'analyse, je trouve complètement en dissociation, exactement. En dissociation, oui. Oui, c'est le terme précis, juste, exact. Et par rapport à ça, c'était le miroir de Monsieur Colère. Parce qu'on a quand même des figures aussi terribles du côté de la force obscure. Et quels sont les... On dit que, bon, Brigitte, apparemment, c'est le ciment on ne peut pas passer ce mystère qui fait que ça tienne. Enfin, j'observe de manière analytique et froide. Hein, quand non, mais d'accord. Et donc voilà, ce type de personnage, en gros, il a pris le pire de l'ancien monde et il construit la destructivité du nouveau monde. Il arrive en start-upper, enfin la Startup Nation, et puis là on voit les dégâts. C'est la déflagration du pays. Oui, on voit la fall down nation en fait après la start-up. André. Oui. Oui, la chose que je voulais vous demander, j'allais dire te demander, mais je vais vous voyez, c'était justement, est-ce qu'on ne mérite pas le président du pays qu'on voulait détruire? Ouais, ça c'est bonne question, Safia. Je voudrais laisser Étienne alors répondre. Dissociation. Ouais, votre auditrice touche du doigt un truc vraiment intéressant dont je parle à la fin du bouquin. C'est la désynchronisation. Je commence en racontant la désynchronisation qu'il nomme dans Révolution, que sa grand-mère instigue chez lui. En gros, sa grand-mère est en décalage avec le monde. Elle aussi, elle veut pas aller aux fêtes de famille et elle préfère la solitude. Et Macron dit dans Révolution, son livre phare, rappelez-vous, je suis comme désynchronisé avec mon époque. Pour ça, des fois, il aime bien citer les tontons flingueurs et jouer le côté un peu à contre-courant. Ouais. Et à la fin, je dis, Macron, en fait, il y a un truc, moi il y a une phrase qui m'a frappé, c'est quand il a dit, après la dissolution, si j'étais sentimental, je me serais suicidé. Je trouve il a dit ça, et je trouve passionnante cette phrase. Pourquoi? Parce qu'elle dit, en fait, si j'étais sentimental, en fait, si j'étais comme vous, j'aurais pas supporté. Et de fait, on n'aurait pas supporté, nous. Vous voyez, en fait, n'importe qui. Je ne me serais pas supporté. C'est quand on met le pays dans cet état, quand il y a les gilets jaunes dans la rue, quand il y a un peuple globalement, pas tout le peuple, mais vous, quand vous arrivez à la dissolution et que tout le pays dit que vous êtes fou, il y a une dissolution du peuple. Je dis qu'il est il est désynchronisé. Moi, le mot que j'emploie, c'est désynchronisé. Et les désynchronisés, il y en a dans la société des gens désynchronisés. Alors, souvent, c'est des gens qui ont des maladies. Mais enfin, au pouvoir, c'est peut-être pas idéal. Il faut être désynchronisé. Dans la vie, parfois, vous avez besoin. Sinon, vous sombrez dans les émotions, etc. Il y a par exemple, les gendarmes, les pompiers, ils sont désynchronisés, c'est normal. Sinon, ils tombent, en fait, on conseille d'ailleurs aux gens parfois d'être synchronisés. Sauf que, à un tel niveau pour un président, ok, il faut l'être un peu, mais là, il est complètement. Il est beaucoup. Et c'est les faits qui montrent ça. Donc ouais, madame, la dissociation, moi je dis. Oui, c'est un peu la même chose. Mais je voudrais, oui, non, mais tout à fait. Mais moi, je voudrais citer votre dernière phrase, qui est intéressante. Et oui, parce que vous dites, en fait, vous commencez vous dites qu'est-ce que vous dites à la fin de campagne? C'est très intéressant. Vous parlez de Macron, vous dites, ses limites perceptibles dès ses débuts devinrent de plus en plus éclatantes à mesure qu'il se heurta violemment. Avec quelle vitesse son nom s'évaporera-t-il des mémoires humaines, à moins que l'on veuille croire qu'il a sublimé les colères françaises, qu'il a enrichi le drame, nourri le récit et façonné à sa façon l'histoire du pays. Il eut sans doute
été préférable pour la France comme pour lui-même qu'il ne fût jamais monté sur scène. Ah ben vous y allez là. Là vous lui réglez son compte. En fait, il faut que je dise aussi la référence parce que bon, en gros, c'est la dernière phrase du livre de Napoléon de Bainville sur Napoléon. D'accord. En gros, il dit sauf pour l'histoire, sauf pour le drame et tout, peut-être tu t'étais préférable qu'il n'ait pas existé. Bon. Voilà, le parallèle vaut ce qu'il vaut. Macron n'est pas Napoléon, on va pas rentrer là-dedans. Bref, mais oui, c'est en fait, si on démoralise et qu'on se dit que tout ça, on s'en fiche, la crise du pays, voilà, il y a quelque chose de littéraire d'un peu, et pareil, sublimer les colères. En fait, si on est très très cynique, au moins Macron il a permis qu'on vive les gilets jaunes. Voilà. Mais ça, je dis si on est vraiment cynique, je préfère. Vous voyez, c'est un sujet de roman. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Je pense que le problème à la fin de la personne toxique, c'est peut-être certes les autres, mais l'image qu'elle laisse sur son nom. Et en tout cas, qu'a-t-il voulu laisser? En tout cas, votre livre montre très bien les zones d'ombre, les zones peut-être de lumière, il y en a peut-être quelques-unes, mais il raconte très 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 bien cet univers formidable. Eh bien, je vais vous dire, il a eu son Campion, maintenant on attend son Balzac. Peut-être ce sera vous, on ne sait pas. Voilà. Merci Étienne. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.